expose la culture. Comment les musées s'approprient les nouvelles technologies pour rendre l'art plus visible et accessible au grand public. Que change Internet dans la manière de présenter l'art? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Sinatou Saka, journaliste chez Radio France Internationale, RFI. Merci de me rejoindre sur scène, Sinatou. Et elle va interviewer Diane Drubet, Roy Amit et Pierre Caessa. Merci de les applaudir bien fort. Ils ont... Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que le micro marche, tout va bien. Merci d'être aussi nombreux. Moi, je suis ravie de modérer ce beau panel avec des invités aussi prestigieux, en tout cas assez pertinents. Donc le thème, c'est « Quand la tech expose la culture ». J'aurai le temps de vous les représenter un peu plus tout à l'heure. Mais aujourd'hui, musée en ligne, création artistique digitale, e-commerce de l'art, la multiplication des expériences numériques dans le monde de la culture recoupe des réalités fort diverses. Et la nébuleuse des initiatives rend la lecture de ce secteur naissant éminemment complexe, mais surtout intéressant. Pierre Caessa, vous êtes responsable de programme chez Google France. Vous êtes surtout responsable du Google Art et Culture Lab. Depuis 2011, justement, le Google Art Project, complété par son expérience Google Open Gallery, permet de visiter virtuellement plus de 1700 musées à travers 70 pays dans le monde grâce à la technologie Street View et la numérisation en 3D de dizaines de milliers d'œuvres, ce qui pose évidemment en parallèle quelques problèmes de droit d'auteur. Mais aujourd'hui, selon vous, quelles sont les grandes tendances numériques qui se dégagent dans le paysage culturel? Bonjour à tous et merci de me recevoir. Alors je vais essayer d'être très synthétique parce qu'on a assez peu de temps. Je ne sais pas si vous êtes familier de notre projet qui s'appelle Google Art et Culture. C'est un projet qui est né il y a 7 ans, comme tu viens de le souligner. Et la mission de ce projet, la mission que notre équipe d'ingénieurs s'est donnée il y a 7 ans, c'est comment on peut soutenir les musées et les institutions culturelles dans leur mission d'accès à la culture en ligne. Donc ce projet a commencé comme un tout petit projet au sein de Google il y a 7 ans avec cette vision. Donc comme tu l'as souligné, aujourd'hui on travaille avec 1700 partenaires dans le monde entier, donc ça représente 70 pays. Tout ça est accessible par l'intermédiaire d'une application sur votre téléphone, qui soit d'ailleurs sur iOS ou Android. Donc je vous invite à la télécharger et à découvrir les collections de ces 1700 musées à travers le monde. Pour répondre plus spécifiquement à tes questions et essayer de rentrer dans la matière du sujet, la première chose qui me semble importante, c'est de répondre à ta première question sur les droits, puisque ça, c'est vraiment un accord qu'on a passé donc, au tout début de ce projet il y a 7 ans, avec l'ensemble des musées. C'est un projet qui a but non lucratif, première chose qui est très importante. Et la deuxième chose, c'est que Google n'a pas de droit sur aucune de ces images qui est publiée sur la plateforme. Les droits appartiennent aux musées et c'est eux qui en sont responsables. Nous, on a une licence qui nous permet de présenter ces œuvres sur l'application mobile. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite, pour rentrer peut-être plus spécifiquement sur la question des tendances numériques, qu'est-ce qu'on voit se dégager depuis ces 7 années? Donc il y a énormément à dire. La première chose, c'est déjà si vous téléchargez l'application, je pense que vous aurez un premier aperçu du travail qu'on a mené avec ces 1700 musées à travers ces 70 pays. Alors, on a mis à leur disposition des technologies de numérisation en très haute définition, ce qu'on appelle la hard camera, ce qui vous permet de voir en fait des détails qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Je pense par exemple à une œuvre de Bruegel qui est au musée des Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, où il y a des scènes vraiment invisibles de Bruegel dans lesquelles vous pouvez zoomer à l'infini. Donc ça, c'est une des technologies qu'on a développées au Lab de Paris, qui est donc notre espace de recherche et développement. Une autre technologie qu'on a développée aussi vous permet de visiter en réalité virtuelle, oui, à 360 degrés des espaces muséaux. Donc ça, c'est par exemple un projet qu'on a mené avec Roy il y a quelques années, qui vous permet de visiter notamment, par exemple, les toits du Grand Palais. Donc ça, vous pouvez le découvrir maintenant sur votre téléphone, je vous invite, c'est assez magique, etc., etc. Voilà. Au total, vous pouvez retrouver plus de 6 millions d'œuvres et de documents sur la plateforme, donc il y a énormément de choses à découvrir. Mais là, pour l'instant, je vous donne juste un élément de compréhension de qu'est-ce qu'on retrouve dans la plateforme. Ce qui me semble plus intéressant, c'est d'aller au-delà de cette question de la banque de données et d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce contenu. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on se pose quotidiennement au Lab à Paris. En fait, on a une équipe de recherche et d'ingénieurs qui est dédiée à ce projet-là à Paris. Et la question qu'on se pose tous les jours, c'est comment la technologie peut se mettre vraiment au service de l'art et de la culture.
Et pour répondre à cette question, évidemment, Google ne peut pas y répondre. Donc on invite en permanence des artistes en résidence, on invite des commissaires, des partenaires muséaux, des institutions culturelles qui nous rendent visite et qui nous challenge sur comment la technologie pourrait se mettre au service de l'art et de la culture. Voilà. Pour vous donner des éléments de réponse sur quelles sont les technologies qui nous semblent pertinentes pour répondre à ces questions. Alors, pour les 5 dernières années d'activité du Lab, il y a évidemment la réalité virtuelle qui nous a semblé être un outil fascinant pour voir des endroits qui sont inaccessibles au public, par exemple. Donc, j'ai cité le toit du Grand Palais, ça peut être aussi les lacs de l'Opéra de Paris que je vous invite à découvrir, et tant d'autres. Donc la réalité virtuelle, on l'a mise à disposition via un outil très simple qui s'appelle Google Cardboard. Donc c'est un simple masque en carton de réalité virtuelle que chacun peut fabriquer soi-même gratuitement si vous en avez l'envie. Donc ça c'est un des premiers outils sur lesquels on a travaillé. Assez rapidement aussi, on a demandé à notre équipe de recherche de penser à des solutions technologiques autour de la réalité augmentée pour le monde des musées. C'est aussi un projet sur lequel on a travaillé avec Roy il y a quelques années, il y a 2 ans d'ailleurs il me semble. Donc c'était un projet autour de l'exposition Site éternel. Et ce qu'on a fait, c'est travailler avec la start-up française Iconem, qui avait numérisé en fait tout le site de Palmyre, notamment la Grande Arche, qui comme vous le savez a été détruite pour des raisons dramatiques. Donc ce qu'on a fait, c'est travailler avec cette start-up française, avec la RMN et le Louvre, pour reconstituer en réalité augmentée et permettre à chacun de découvrir la magie de ce site à Palmyre, en Syrie. Ça, c'est un autre exemple du type de technologie sur laquelle on travaille depuis quelques années. Et enfin, je pense que si je finis mon intervention sans parler d'intelligence artificielle, ça semblera étrange à l'audience et ce sera bien normal. C'est évidemment une technologie sur laquelle on travaille au Lab à Paris. Pour vous donner peut-être 1 ou 2 exemples des applications possibles de l'intelligence artificielle et de l'art, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques mois d'une application qui s'appelle Art Selfie, qu'on a lancée aux États-Unis en test. Donc c'est une application qui vous permet de prendre un selfie, vous savez ce que c'est qu'un selfie j'imagine, avec votre téléphone portable, et en fait ce que va faire l'algorithme, c'est identifier un portrait dans la collection des 6 millions d'œuvres d'art et culture, et évidemment le faire matcher avec votre visage. Donc l'idée c'est de permettre de découvrir l'art par d'autres moyens, par d'autres biais, et donner envie à des gens qui ne sont pas nécessairement des férus d'art, d'aller découvrir les collections, d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter simplement à ce portrait qui leur ressemble, mais justement d'aller découvrir cette œuvre, d'aller la découvrir dans son contexte muséal, d'aller découvrir les histoires aussi des commissaires, etc. Peut-être un dernier exemple sur l'intelligence artificielle, puis je laisserai la parole à mes amis. On a travaillé aussi très récemment avec le MoMA, qui a fait un travail d'archives formidable depuis son ouverture en 1929, et qui a pensé à faire des photographies de chaque mur, de chaque exposition temporaire. Donc c'est un travail d'archives immense, d'un grand musée d'art contemporain. Alors ces photos n'étaient pas annotées, donc il n'y avait aucune information disponible, on avait juste des photos qui réunissaient des œuvres très diverses. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être un moyen d'identifier ce qu'on trouve dans ces photos. Alors on a répondu oui, on a travaillé ensemble sur un corpus de plus de 30 000 photographies. Et l'intelligence artificielle a permis quoi? Elle a permis d'identifier si l'œuvre qu'on voit est un Gauguin, un Van Gogh ou autre. Ce qui permet ensuite, évidemment, de redécouvrir ces ensembles de ces images d'archives avec un regard neuf, qui permet de les comparer, qui permet ensuite aussi aux commissaires de faciliter leur travail et de retrouver justement dans leur base de données des éléments d'une exposition de 1933 ou 1934 qui leur semblent pertinents pour retravailler une exposition actuelle. Et à tous, évidemment, d'aller découvrir l'exposition du MoMA sur Google Art et Culture, ce que je vous invite à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Alors justement, tu parlais d'intelligence artificielle. Roy Amit, donc tu es directeur du numérique au Grand Palais. Il est difficile aujourd'hui de parler d'innovation dans les musées sans entendre parler d'algorithmes, réalité virtuelle, mais surtout d'intelligence artificielle. Votre exposition Artistes et robots présente les œuvres de 20 robots, créateurs artistes, qui poussent l'humain dans ses retranchements. Dans cette exposition, les œuvres présentées sont réalisées par des robots, des machines à créer. Un robot pourrait-il se substituer un jour à un peintre ou à un sculpteur? Bonjour, bonne question. Et la réponse, bien sûr, est toujours oui et non. Non, parce que pour une création d'œuvre d'art, il faut une volonté. Et cette volonté-là, pour mettre là une œuvre, pour l'instant, il faut un artiste. Donc, en fait, ce qu'on expose, ce sont des artistes qui créent des robots, qui créent de l'art.
On vient de voir d'ailleurs Orlin qui crée son propre robot, qui crée son œuvre d'art derrière. Et on pourrait voir plusieurs de ces cas dans l'exposition. Par contre, on peut répondre aussi oui, parce qu'il y a certaines œuvres qui sont créées par des intelligences artificielles. Et on pourrait voir ici même, pas loin, donc Miguel Chevalier, où on voit un œuvre de fractal des fleurs qui est toujours, tout le temps différente et qui agissent et interagissent avec le public. Donc on peut dire que l'œuvre qu'on les voit est créée par un algorithme. Je vais lancer une vidéo pour dire que si on peut lancer la vidéo pour vous montrer le temps que je parle, que ce n'est pas que la création qui fait l'art, c'est surtout l'interaction. Et d'ailleurs, ça, c'est une idée très ancienne. Marcel Duchamp, quand il a mis l'urinière dans le musée, il a dit c'est un œuvre d'art parce que c'est dans les regards des visiteurs. Ce qu'on voit avec aujourd'hui les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle ou d'autres, c'est que l'œuvre existe dans l'interaction avec les visiteurs. Et d'ailleurs, encore une fois, quand vous le visitez à côté, l'œuvre se crée, pas simplement dans les regards, mais aussi parce qu'on bouge les mains, parce qu'on souffle, parce qu'on crée des bruits, parce qu'on est en interaction. Et donc, ces côtés-là des créations-interactions sont des exemples, je dirais, aujourd'hui très intéressants quand la culture rencontre les techs, mais il ne faut pas oublier des autres aspects très très importants qui sont donc la médiation et la communication. Parce que la technologie, c'est ce que disait Pierre et Google qui travaillent beaucoup là-dessus, c'est de créer donc des outils pour aider à la appréhension, à la compréhension des œuvres. Encore une fois, pour Artistes et Robots, vous pouvez télécharger l'application de l'exposition, vous avez plein de contenus dedans, mais aussi vous pouvez par exemple scanner toutes les images dans les catalogues ou dans les cartes postales ou même de l'affiche et voir les vidéos en réalité augmentée à partir de cette application. Donc ces outils sont une vraie plus-value à l'expérience qu'on peut avoir de l'art. Et bien évidemment la communication, je dirais au sens large du terme. Et là, vous pouvez créer vos propres filtres artistes et robots avec Snapchat. Enfin, vous prenez des photos avec ces filtres. Ou bien vous participez sur Instagram à différents concours qu'on fait avec les œuvres dans ce sens. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra aller voir cette rencontre des cultures et technologies à travers ces différentes prismes qui sont création, interaction, médiation et communication. Merci Roy. Diane Drubret, vous êtes fondatrice d'une plateforme qui s'appelle We Are Museum, qui rassemble des professionnels des musées qui pensent ensemble le futur de ces institutions culturelles-là. Selon vous, quels sont les nouveaux besoins d'un consommateur d'art ultra connecté? Et puis après, vous pouvez nous expliquer aussi, vous, dans votre démarche, quels sont les modèles du futur des musées? Je pense pour le coup, merci déjà de nous inviter ici. Je pense pour le coup que l'exposition Artistes et Robots au Grand Palais est assez pertinente pour pouvoir répondre à cette question. On voit que les musées en fait essaient vraiment de comprendre quels sont les nouveaux comportements des publics, essaient de créer en fait ces espaces qui sont de plus en plus immersifs, qui sont de plus en plus multisensoriels, qui en fait intègrent des technologies auxquelles les musées n'auraient jamais pensé avant, intègrent des médias aussi et des artistes qui n'existaient pas avant. On parle de plus en plus d'art digital, d'art robotisé, d'art vidéo, mais aussi d'espaces et de salles immersives qui sont Instagram ready. Là, j'ai vu deux salles qui sont, j'en suis certaine, partout sur Instagram quand on suit le hashtag Artistes et Robots.
Et pour le coup, on va dire que les nouvelles, la technologie en fait, et toutes ces nouvelles manières de consommer l'art ont énormément changé ce qu'est le musée actuellement, ce qu'est le musée dans ses murs, mais aussi en dehors de ses murs. On parle beaucoup effectivement de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de filtres Snapchat, d'espaces immersifs. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est en fait que les musées commencent à s'ouvrir. Je disais que justement les musées essayaient de casser leurs murs, d'aller dans des espaces beaucoup plus virtuels, mais aussi de casser leur classement de données. Ils essaient d'ouvrir leur collection, de plus voir leur collection comme quelque chose de très précieux et qu'on veut garder et qu'on veut exposer comme une œuvre sacrée, mais quelque chose en fait qui existe, qui est là pour tout le monde, des collections qui sont ouvertes à tous et que tout le monde va pouvoir utiliser. Par exemple, l'exemple le plus probant, c'est le Rijks Studio avec le Rijks Museum, qui en fait a ouvert ses collections il y a quelques années au monde entier, en haute définition. Si vous souhaitez faire du papier toilette avec avec une œuvre de la collection du Rijks Museum, vous pouvez, et si vous souhaitez créer une start-up et gagner de l'argent avec les œuvres du musée, vous pouvez. La semaine dernière ou la semaine d'avant, le musée Munch à Oslo a fait la même chose avec à peu près 8000 dessins. Le musée a complètement ouvert cette collection de dessins au public pour une utilisation sans aucune limite. Ce qui m'intéresse énormément quand on voit en fait ces exemples-là, c'est que le musée a compris que le comportement qu'il avait avant d'un musée temple poussiéreux ne pouvait plus du tout exister par rapport au comportement actuel de ses utilisateurs et de ses visiteurs, et que des espaces immersifs ouverts qui vont s'intégrer dans le quotidien vraiment des visiteurs est maintenant une nécessité absolue. Merci beaucoup Diane. Roy, justement, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire? Comment est-ce que le musée aujourd'hui se repense à l'heure de la dématérialisation? Les musées font partie de la société dans laquelle ils sont ancrés. Et on voit que la technologie touche tous les domaines de la vie. Et donc, bien évidemment, elle touche aussi les musées. Il est vrai que les musées, parfois, semblent d'être un peu plus conservateurs. Et à juste titre, d'ailleurs, il faut conserver des œuvres d'art. Et donc, du coup, il y a à la fois donc, des conditions physiques, mais aussi des appréhensions. Qu'est-ce que ça veut dire de se référer à un patrimoine, à une histoire? Mais comme les musées devraient et vivre, et je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de partout, de cette nécessité de vivre avec son temps. On voit ce type d'ouverture. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion de vous inviter tous le 7 juillet au Grand Palais, où on invite avec Google Art et Culture l'ensemble en fait des musées français pour montrer leurs différents types d'innovations dans les domaines exactement de la proposition d'art aujourd'hui. Donc on pourrait voir l'immersion, l'interaction, la calcul, les échanges dans différents types de cas aujourd'hui, du Louvre à Lyon. Pierre, vous travaillez avec d'autres institutions culturelles à part les musées. Comment est-ce qu'ils s'adaptent aujourd'hui à toute cette révolution justement technologique? Ce que je peux dire, c'est qu'ils nous sollicitent beaucoup. C'est vraiment eux qui poussent ces technologies en avant, très régulièrement, que ce soit sur la réalité augmentée, virtuelle ou l'intelligence artificielle encore. Donc en fait, nous, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'adapter à des contraintes qui sont spécifiques à chaque fois. Mais en tant que Google, qui est une entreprise globale et qui a vocation aussi à proposer des outils qui sont universels pour l'ensemble de ces problématiques très spécifiques, on essaie de répondre avec des outils qui correspondent aux besoins de tous. Donc, par exemple, quand on réfléchit à la question de la réalité virtuelle, très spécifiquement, et pour rebondir sur ce que disait Diane à l'instant, sur l'envie aussi des musées de sortir de leurs murs, ce qui est d'ailleurs une envie qui n'est pas si récente que ça, on a un programme qu'on a proposé à l'ensemble de nos partenaires qui s'appelle Google Expédition, qui permet en fait à l'ensemble de nos partenaires musées de faire des visites virtuelles dans des classes. Donc en fait, on se déplace de classe en classe avec des masques de réalité virtuelle qui permettent aux enfants de découvrir par exemple la grande nef du Grand Palais, qui permettent de découvrir la cité interdite, etc., etc. Donc il y a des tas de moyens de répondre aux contraintes et aux envies et aux besoins technologiques des musées. Voilà, c'est la mission de notre lab à Paris.
Merci à tous. On va essayer de répondre à quelques questions. Si vous en avez, on a encore 1 minute. On a tous les 3, tous les 4 essayé d'apporter des débuts de réponse à cette grande question qui n'était pas si simple. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant ou après. Je crois que nos intervenants seront dans la salle pour y répondre. Juste, quel est le nom de l'app parce que vous ne l'avez pas cité, vous avez Merci. dit pour la télécharger. Mais... L'application s'appelle Google Art et Culture. Elle est gratuite, elle est disponible partout, sur Android, sur iOS. Donc c'est Google Art et Culture. Merci. Merci à vous. Juste une question par rapport à la démarche des musées de s'ouvrir de plus en plus au grand public. Vous n'avez pas peur que ça soit que les musées s'inscrivent, enfin étant comme des garde-fous, et que ce soit une foire à tout va, en fait, de trop dématérialiser, d'ouvrir justement, que ça devienne une communication gratuite et plus du tout comme une transmission de savoir, et à force de décloisonner. Moi, je suis allé voir à peu près 5-6 fois l'exposition Artistes et Robots, et j'ai trouvé en fait de plus en plus, à travers mon regard d'artiste, moi, je m'inquiète en tant qu'artiste de plus en plus de cette ouverture à tout va, et non plus comme musée, comme garde-fou institutionnel qui pourrait être matière à renseigner les gens, enfin, comme vraiment des piliers de la culture. Je vais laisser Roy y répondre. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je pense encore une fois que cette question d'ouverture et de communication est aujourd'hui nécessaire et fait partie de notre vie. Et justement, pour pouvoir continuer à le faire, il faudra qu'on puisse intégrer ça, tout en gardant bien évidemment nos valeurs. Ça veut dire un lieu où on peut présenter des œuvres, d'avoir des outils d'appréhension, de médiation, de pédagogie, et bien évidemment des préservations et des conservations. Donc on n'est pas dans un monde binaire où il faut choisir entre rester fermé et conserver l'art comme une chose rare et élitiste, ou un monde ouvert où tout ouvert à tout va. Il faudra, ça c'est qu'on essaye de le faire tous les jours, pas que nous, mais l'ensemble des musées, hein. Enfin, on les voit cette expérience qui se font partout, c'est comment on s'ouvre de plus en plus, tout en gardant bien évidemment les valeurs, hein, qui sont présentation de l'art, la possibilité des publics de venir rencontrer de l'art dans des conditions spécifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne suis absolument pas inquiet de la réalité virtuelle qui fait partie aujourd'hui des vraiment axes de l'ouverture, qui sont très très bénéfiques, parce que c'est complètement une autre expérience. Ça va rester une autre expérience de découvrir un lieu en réalité virtuelle et l'art en réalité virtuelle, qui est une expérience en soi, très valorisant, mais c'est une autre expérience de venir au musée et voir des œuvres en vrai. On a explosé le temps, donc je te laisse le dernier mot. Voilà. Non, si je peux me permettre, pour le coup, ce qui est intéressant actuellement, c'est que les musées, de plus en plus, donc, ils perdent leurs murs. Et donc, peut-être qu'on peut penser qu'ils perdent leur identité. Ils sont dans une grande crise identitaire depuis quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on va parler de système de valeurs. On va parler d'identité, de musées activistes, de plus en plus. Des musées, en fait, qui vont prendre position à travers des actions qu'ils vont faire en dehors du musée, à travers des expositions, à travers des discours qu'ils vont avoir, des pétitions qu'ils vont faire signer. On a des musées qui commencent à avoir un réel rôle d'acteur dans la société et qui ne sont plus juste des conservateurs de quelque chose et des présentateurs d'autres choses, mais vraiment qui vont agir, qui vont être activistes. Donc au contraire, en perdant les murs et en décloisonnant, les musées vont pouvoir prendre position et enfin trouver leur identité. En l'occurrence, il y a un musée qui est intéressant, qui est le Museum Snow Hero, qui a ouvert dans les Pays-Bas et qui essaie de montrer sa grande valeur, c'est que le musée et l'art peut apporter le bonheur et retrouver le sens de l'humanité. Peu importe la collection qu'ils vont présenter, leur valeur c'est ça et leur message c'est ça. Et je trouve que c'est très fort de montrer qu'un musée peut en fait être utile à la société et au développement de l'humanité. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne dernière journée Vivatech.